Radio Fractal, nous recevons 2 photographes de l'exposition Topographie sensible, Bertrand Cavalier et Alice Palot, après avoir reçu lors de la précédente émission Lucas Castel, Théo Bécher et Solal Israël. Bonjour Bertrand, bonjour Alice. Alors Bertrand, avec sa nouvelle série Permanent Concern, nous plonge dans les tréfonds de l'espace urbain, dans la matérialité physique des matériaux de construction et d'objets triviaux, traces d'activités humaines. À l'opposé de cet urbanisme inexorable pouvant susciter des envies de sortir du béton, Alice nous invite à découvrir une réserve entre guillemets naturelle, terre polluée mais résiliente, le Sahara de Lommel. Bertrand, je te propose qu'on commence par évoquer ta série Le béton ne brûle pas, qui date de 2020. Dans laquelle tu as exploré particulièrement l'influence de l'environnement bâti dans des villes européennes marquées par des conflits armés. Quel questionnement sur l'architecture avais-tu cherché à aborder dans cette série importante dans ton travail ? Bonjour Ariane déjà. Donc en fait, peut-être d'abord pour contextualiser un peu le travail, je pense que l'ensemble de mon approche artistique s'intéresse à la notion de structure, dans laquelle interviennent du coup l'architecture, l'urbanisme, l'espace public, le social. Et donc dans Concrete as Unburned, qui est en fait une série qui a été terminée en 2018 et dont le livre a été publié en 2020 en effet, ce qui m'intéressait c'était de questionner l'espace public quotidien, contemporain, et regarder comment cet espace public qui nous est familier, comment en fait il est marqué par l'histoire et donc en particulier par les conflits armés qu'il y a pu avoir en Europe. Donc dans ce projet, on retrouve en fait une série de 11 villes européennes qui ont été marquées par des conflits armés importants et différents. Donc on a par exemple Belfast, Rotterdam, Varsovie, Cologne, Berlin, Le Havre. Donc différents types de villes, différents types d'histoires. D'architecture aussi, donc oui, il y a ce contraste entre l'architecture d'avant-guerre et l'architecture moderniste d'après-guerre de ces villes. Voilà, aussi. c'est ça. Et donc ce qui m'intéressait particulièrement, c'était comment en fait, aujourd'hui, comment on est entouré d'un espace qui est marqué par l'histoire, et comment on peut ressentir cette histoire même sans vraiment avoir une connaissance spécifique du passé historique européen. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup photographié en fait d'abord la banalité de l'espace public, en me focalisant sur certains éléments récurrents comme le béton par exemple, des éléments d'urbanisme un peu violents comme le métal ou des barrières, des choses comme ça. Donc il y a un aspect très rigide et très solide et un peu brut au premier abord, mais il y a aussi beaucoup de vulnérabilité souvent qui intervient dans... On reparlera au cours de notre entretien de cet intérêt que tu portes à la matérialité physique des matériaux et à cette sensation physique aussi que tu cherches à provoquer. Bien sûr. Voilà, en tout cas, cette série, Le béton ne brûle pas, souligne combien les bouleversements politiques imprègnent le paysage urbain et comment ce paysage urbain affecte la vie des personnes qui y vivent. Et ce qui était aussi intriguant dans cette série, c'était la manière dont tu dévoilais la vulnérabilité aussi de ces bâtiments modernistes qui ont l'air indestructibles en apparence. Dans cette série, Le béton ne brûle pas, on trouvait aussi beaucoup de portraits. Quelle fonction accordais-tu à ces portraits ? Alors dans les portraits, il y a différentes lectures, différentes approches qu'on peut avoir. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que donc Concrete as Unburned, au premier abord, peut avoir l'air d'être un projet documentaire, mais ça n'est pas vraiment le cas. C'est plutôt un projet en fait assez subjectif, qui laisse beaucoup la place libre à l'interprétation personnelle des images. Et le fait pour moi d'amener des portraits dans la série, c'est de permettre, en fait, aussi en tant que spectateur, de se rattacher directement à ce qui est montré. Donc il ne s'agit pas de personnes spécifiques qui sont là pour raconter une histoire, mais c'est plus justement, comme tu le disais précédemment, peut-être une question de sensation, d'émotion que j'ai essayé de capter. Donc ça c'est une des approches possibles. Mais après je m'intéressais aussi à l'idée d'architecture. Pour moi l'architecture ne se situe pas que dans la construction d'édifices, elle se situe en fait dans plein de choses différentes. Et notamment le corps humain, je trouve qu'il y a une très belle architecture, elles sont toutes différentes, c'est organique, il
il y a une ossature, des textures de peau, Oui, tu des nous détails. montres les déplacements des citadins, la manière dont ils se meuvent dans cet environnement. C'est ça. Et du coup, tu nous révèles aussi le lien qu'ils tissent avec l'environnement. Exactement, parce qu'il y a des portraits close-up et des portraits un peu plus distancés en situation. Et donc, selon les cas, on est plus porté sur une sensation physique, justement, de la personne, d'une sorte d'émotion interne, peut-être. Et quand c'est en situation dans l'espace public, là, c'est plutôt comment est-ce qu'on se connecte au contexte urbain. Donc, dans ta série plus récente que l'on expose à la galerie Talmar, Permanent Concern, tu as beaucoup moins photographié d'architecture que dans Le béton ne brûle pas. Tu as vraiment privilégié la capture de détails dans la ville, tendance que l'on observait déjà auparavant. Mais tu pousses encore davantage cette tendance à saisir le détail, donc Permanent Concern. Peux-tu nous expliquer ce parti pris ? Je pense que ce parti pris vient d'une intention aussi de ne pas avoir à expliquer les projets d'une certaine manière. Parce que dans Concrete Doesn't Burn, par exemple dans le livre, il n'y a pas de texte, hormis la liste des villes, le titre et la séquence d'images, qui sont pour moi des clés de lecture. Dans Permanent Concern, ça fonctionne un peu sur une sorte de même principe. Pour moi, le titre, en fait, est un élément de lecture, un indice de compréhension. Et en fait, tout ce que je photographie, que ce soit dans Concrete Doesn't Burn ou Permanent Concern, sont des éléments empruntés du quotidien, du familier. Et donc pour moi, si tu veux, lorsqu'on est confronté à des objets, des architectures qui nous sont familières, que l'on connaît déjà, en fait, j'estime que je n'ai pas forcément besoin d'amener d'explications aux spectateurs, puisque j'emploie des éléments que tout le monde connaît déjà plus ou moins. Et donc c'est plus une sorte d'évocation vis-à-vis du propos du projet. Et donc, en effet, dans Permanent Concern, là, on est... Il y a des objets triviaux qui sont photographiés sur le sol, il y a un seau en plastique, des meubles blancs qui sont entassés, il y a une curieuse sculpture, on ne sait pas trop si c'est un chat ou un chien. Et déjà, dans ta série Space Between Us en 2019, tu te focalisais sur ce type de microstructure. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches à induire à travers la présence de ces objets ou à évoquer Et pour moi, en fait, c'est une manière de montrer notre tendance à humaniser en fait l'espace public ou les objets, le quotidien. Parce que mon travail aussi, ça n'est pas que en fait l'architecture, c'est un élément, mais en fait, je m'intéresse aussi à des idées de contradiction entre l'objectif et le subjectif, entre l'émotionnel et le rationnel. Donc c'est des choses qui reviennent un peu continuellement dans mon travail. Et si tu veux, dans ces objets qui sont photographiés, on retrouve toujours l'idée du rationnel et de l'objectivité dans la manière de concevoir en fait et de développer un peu notre société, que ce soit au travers de l'architecture ou d'éléments d'urbanisme ou même d'objets, etc. Et en fait, ces objets, dans leur utilisation personnelle et subjective, je trouve qu'ils sont activés, ils sont humanisés par nous, en fait. Oui, et donc, tout à fait. C'est à la fois des traces de nos activités humaines qui sont laissées dans la ville, mais en même temps, comme tu le soulignes, il y a une tendance à l'humanisation de cet environnement via ces objets. On a l'impression qu'ils sont presque animés. Tu nous amènes presque à entrer en empathie avec eux dans leurs propriétés que des courants comme le techno-animisme nous sont amenés aussi à considérer dans une approche plus inclusive du monde. Bon, pour moi, tu nous amènes à accorder davantage d'importance à considérer ces objets qui sont habituellement dévalorisés. Il semble aussi que tu valorises les failles, les échecs de l'urbanisme. Peux-tu nous évoquer cet aspect, comment tu mets en évidence ces failles de l'urbanisme ? Eh bien, en effet, je pense que ça revient à l'idée de dualité ou de friction entre la pensée rationnelle et puis l'utilisation plus subjective. Et donc cette propension en fait, je pense, cette propension qu'on a à développer notre société, notre monde, qui est censé être, je suppose, optimisé pour nos besoins, en fait, sinon on ne le ferait pas de cette manière. Mais l'utilisation qui finalement est toujours très subjective et personnelle. Et je pense qu'on est toujours en recherche de cette prise de décision personnelle. Et donc, en effet, en montrant des objets tout à fait banals comme
comme un seau avec un tissu qui est apposé sur le bord. En fait, on sent qu'il y a une utilisation et qu'il y a une prise de décision personnelle sur comment employer cet objet. Et à l'origine, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il est censé être employé. Tu nous révèles aussi la dimension un peu précaire, fragile de ces objets, de ces traces égrenées dans la ville. En effet, ouais. Mais alors, à l'opposé de cette fragilité, de cette précarité, il y a au contraire l'âpreté des matériaux de construction. Et tu nous confrontes vraiment à la matérialité physique du béton, de la brique, du métal. Donc, quelle place accordes-tu à la sensation dans ton travail ? Donc la sensation, pour moi, c'est un moyen, en fait, justement, comme je disais tout à l'heure, d'expliquer le travail sans avoir à amener d'informations documentaires ou scientifiques, mais comment communiquer, en fait, sur le projet via des émotions qu'on va pouvoir ressentir vis-à-vis des images, que ce soit les photographies ou les vidéos plus récemment. Je pense que la sensation physique est vraiment au cœur de ta démarche. C'est ça. Et ouais. tu convoques nos sens et en sollicitant notre sensibilité, tu nous amènes aussi à nous rapprocher de cette urbanité, à ressentir justement son âme, ses réussites, mais aussi ses échecs. Dans Permanent Concern, l'être humain n'est quasiment pas représenté, en tout cas il l'est indirectement à travers les traces anthropiques laissées dans la ville. Mais il y a tout de même une image qui représente une jeune fille sautant à la corde. Peux-tu nous expliquer le rôle de cette image dans cet ensemble, de cette image un peu disruptive par rapport au reste ? Alors oui, en effet, donc il y a cette séquence de la jeune fille qui fait de la corde à sauter, qui, dans un premier temps, reprend l'idée de réussite et d'échec, dans le sens où, en fait, on la voit pratiquer la corde à sauter, et puis, à un moment, elle se prend les pieds dans la corde, et donc, pour moi, c'est cet élément-là qui, en fait, montre que nous sommes, on est des êtres humains, et on ne réussit pas tout ce qu'on fait, même dans un mouvement qui est entraîné, quasi mécanique, en fait, comme la corde à sauter, il y a quelque chose de très répétitif et entraîné. Et en fait, le fait qu'à un moment, elle se prenne les pieds dans la corde, je trouve que c'est ça qui rend en fait son activité très humaine, aussi très fragile, cette idée de vulnérabilité. Et ensuite, la seconde lecture que j'en ai faite, c'est que ça me faisait penser au travail d'Edward Muybridge avec les premières images de décomposition du mouvement et de tentatives d'analyse en fait de choses qui sont de l'ordre de l'organique en fait. Alors justement, cette séquence, cet ensemble de séquences de la jeune fille sautant à la corde, on peut l'admirer sur les vitrines du centre en parallèle de l'exposition Topographie sensible à la galerie Talmar. Et donc, c'est 4 images de la jeune fille sautant à la corde qui sont présentées en parallèle de l'exposition sur nos vitrines. Oui, donc c'est une sélection, parce que la séquence est un peu plus longue, mais là, c'est une sélection de 4 images qui représentent cette idée, justement, de réussite et d'échec. Voilà, et qui nous montre à nouveau l'usage personnel que nous avons des villes. Et puis, il y a aussi un côté un peu humoristique qui surgit à travers l'échec, finalement, un côté drôlatique que l'on perçoit autant à travers la maladresse de la jeune fille qui saute qu'à travers les objets aussi un peu incongrus. En conclusion de notre entretien, Bertrand, on peut expliquer comment tes cadrages resserrés dans Permanent Concern tissent une trame narrative qui nous amène à percevoir l'involontaire comme une valeur de l'urbanisme. Et comme tu l'as souligné, ton travail révèle notre propension à humaniser notre environnement, une tendance que des approches animistes nous invitent aussi à explorer pour expérimenter d'autres façons d'être au monde et de faire monde. Alors avec Alice, on quitte l'univers urbain pour mettre le cap sur une réserve entre guillemets naturelle, et les guillemets sont particulièrement importants. Alice, comment as-tu découvert l'existence de ce surprenant Sahara de Lommel en Belgique que tu montres à travers ta série Suilius qui est exposée à la galerie Talmar ?
Bonjour Ariane. Alors en effet, je présente la série Suilus, qui est une série un petit peu particulière puisque je l'ai réalisée pendant le confinement, le premier confinement en mai 2020. Et donc j'étais à Bruxelles, je cherchais un lieu qui puisse être un espace d'exutoire. Et j'ai naïvement effectué une recherche sur Internet, Sahara Belgique. Et j'ai ainsi pu découvrir l'existence du Sahara de Lommel, donc qui se trouve à Lommel, en Belgique. Donc c'est un lieu assez particulier, assez ambigu, puisqu'il a été extrêmement pollué dans le passé par les émanations d'une usine de zinc. Toute la végétation a été détruite. Et puis, des années plus tard, le gouvernement a décidé de replanter des pins. Et ces pins peuvent survivre uniquement par la coexistence avec un champignon qui est naturellement présent dans les sols et qui éloigne en fait l'écotoxicité du zinc. Donc je trouvais que par rapport à tout ce qui se passait pendant le confinement, c'était une histoire de résilience, de nature qui était assez belle et j'avais envie de la partager. Il y a un questionnement dans ton travail aussi sur la difficulté de trouver des territoires qui seraient entre guillemets naturels, vierges de l'action de l'homme. Tu l'avais abordé en 2017 dans ta série Les récifs tissent des toiles. Peux-tu nous évoquer cette série ? Tout à fait, Les récifs tissent des toiles, c'est une de mes premières séries qui a été réalisée à Vandikari, donc dans une réserve naturelle dans le sud de la Sicile. Et lorsque je suis allée là-bas, j'ai découvert qu'en fait toutes les espèces qui étaient présentes en fait tout simplement dans la réserve naturelle étaient des espèces exogènes, donc c'est-à-dire qui avaient été plantées vraiment par l'être humain et importées, qui venaient même pas de Sicile. Et donc, une fois là-bas, l'idée, c'était vraiment de faire ressortir cette artificialité par l'esthétique des images. Qu'on puisse se poser question justement sur l'artificialité. Et donc, j'ai utilisé des déchets en fait, que j'ai trouvés dans la réserve naturelle comme filtre photographique pour regarder en fait à travers la pollution. Et donc cette utilisation des déchets que tu trouves dans la nature, c'est quelque chose qui revient aussi assez fréquemment dans ta démarche et sur lequel on reviendra lors de notre entretien. Donc ta démarche interroge souvent très fréquemment même les phénomènes naturels et l'impact anthropique sur l'environnement. Tu as exploré cette thématique dans ta série Oasis qui précède Suilus. Peux-tu aussi nous évoquer ce questionnement autour des phénomènes naturels et des traces anthropiques via ta série Oasis ? Oui, alors Oasis, c'est la première série pour laquelle j'ai collaboré avec donc Botanical Agency, qui est en fait un duo de praticiens de l'espace composé de Simon de Dreuil et Elena Segers, qui est fleuriste, botaniste à New York. Et donc l'idée, c'était de parler, de dénoncer en fait la pollution qui est induite par l'industrie du marché floral, mais sans montrer par une approche du documentaire classique, les camions avec les fleurs, les avions, c'était vraiment pas le but. En fait, on a décidé de se concentrer sur un objet, qui est la mousse Oasis. Donc en fait, c'est la mousse dans laquelle on vient planter des tiges pour garder les compositions florales le plus humides possible, le plus longtemps possible. Donc c'est extrêmement utilisé. Le problème, c'est que cette mousse, elle est non biodégradable et il est impossible de la recycler. Donc en fait, on se retrouve avec une pollution extrême due à cette mousse qui est pleine de pétrole, de plastique, etc. Donc en fait, l'idée, c'était uniquement en prenant en photo cette mousse Oasis, de montrer une sorte de métaphore justement de l'industrie du marché floral. Donc ce sont des images pleines de détails, que ce soit des détails de plantes, de fleurs, et à la fois de cette matière qui se délite très facilement. Et l'idée, c'est vraiment... Il y a vraiment une dénonciation très importante de la pollution, de l'impact de la pollution via cette industrie florale. C'est ça, et l'idée c'est vraiment en tout cas de poser question au regardeur sur la manière dont il va vouloir s'engager dans la biosphère en voyant ces images pleines de détails. Et donc cette dénonciation de la pollution est au cœur de ta série Suilus aussi. Mais à travers ta série Suilus, elle ne dresse pas un constat amer des ravages de l'industrie.
puisque tu soulignes comment le champignon présent naturellement dans les sols permet au pain de survivre. Donc quel message entends-tu véhiculer à travers cette relation symbiotique? Oui, alors c'est sûr que dans la série Suillus, il y a un message assez engagé pour l'environnement. Et en même temps, voilà, comme on était en pleine période de confinement, le but n'était pas justement uniquement de critiquer, mais de trouver aussi un message d'espoir, une forme de résilience dans justement la biosphère, dans cette nature. Et c'est vrai que par exemple, dans ma nouvelle série Algues maudites, en fait, je parle beaucoup de cette biosphère, de cette nature qui évolue et en fait qui perdurera sans nous. Donc c'est aussi ça le message, c'est qu'au final, ce qui va rester, c'est pas nous, ce sont d'autres organismes qui sont beaucoup plus résilients. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ta série Suillus, c'est justement ce message de reconstruction possible et d'espoir que tu mets en exergue, qui est un petit peu moins présent peut-être via les algues maudites, puisque ce phénomène d'algues toxiques prolifère en Bretagne. Mais on espère que justement, grâce à ton travail photographique, il soit d'apporter davantage attention à ce phénomène qui prolifère en Bretagne. Donc tes images de Suillus montrent aussi tes amis qui se fondent harmonieusement dans le paysage. On dirait qu'ils ont une relation quasi symbiotique également à leur environnement. Qu'est-ce que tu cherches à convoquer à travers cette relation avec le paysage ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que l'idée d'apporter du corps, en fait, c'était de montrer qu'on pouvait, avec les règles de distanciation sociale, continuer de se toucher, mais par une nouvelle forme de contact induite par le médium photographique. Donc, c'est comme si ces règles devenaient en fait des nouvelles règles du jeu et qu'on devait trouver justement une manière ludique de créer une sorte de nouveau contact. Donc, par exemple, premier plan, arrière-plan, des choses qui sont induites par la lumière, l'ombre d'une fleur qui vient se poser sur le dos d'une des femmes que j'ai photographiées. Enfin, voilà, plein de choses qui nous permettaient en fait d'induire une sorte de contact et d'imprégner la peau d'une sorte de liberté. Ensuite, c'est vrai que moi j'avais envie de montrer un groupe d'amis, de montrer des personnes soudées, une sorte de synergie collective, parce que voilà, j'ai pas du tout envie qu'on se laisse, qu'on se résoudre à une génération complètement désenchantée. Moi je crois plutôt à une jeune génération active. Et donc voilà, c'est une manière aussi de montrer... Tu nous montres aussi une génération qui vit en harmonie avec la nature. Tout à fait. Qui est, je pense, plus consciente et plus respectueuse que les générations précédentes. Alors, dans ton travail, dans ta démarche, tu as une approche de documentaire sensible. Tes images sont ancrées dans le réel, mais elles se doublent très souvent d'une approche fictionnelle. Mais peux-tu nous évoquer à travers l'exemple de Suillus cette approche de documentaire sensible et tes expérimentations sur le médium photographique qui conduisent à ces échappées fictionnelles? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que pour moi, un documentaire sensible, c'est un documentaire qui a une base donc réaliste, engagée par exemple, comme c'est le cas dans Suillus, mais qui esthétiquement va permettre en fait d'invoquer par exemple un imaginaire collectif plus onirique. Et pour moi, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça veut dire que c'est mettre au même niveau l'engagement et le travail d'auteur. Et pour moi, le travail d'auteur, il est très important parce que il va permettre au regardeur de sortir de soi et donc d'invoquer quelque chose de plus sensible. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et une autre manière de continuer ce documentaire sensible, c'est justement d'utiliser en fait, par exemple, des déchets qui vont être présents dans le territoire que j'investis en photographie. Et donc, ces déchets, pour moi, font partie de l'histoire du lieu. Et donc, je les utilise comme des filtres photographiques pour les montrer, mais sans montrer l'objet réellement. Et donc, c'est vrai que dans toutes mes séries, on retrouve la notion un peu d'anticipation, c'est-à-dire si on continue dans la direction vers laquelle on tend d'un point de vue écologique et par rapport à l'environnement, voilà, ça pourrait se passer comme ça. Et le déchet est réinvesti d'un point de vue esthétique aussi, d'une certaine manière, il est revalorisé. Tout à fait.
Tout à fait, il est revalorisé et il est réemployé à bon escient. À bon escient, et en même temps, c'est devenu quelque chose de tellement normal d'avoir des déchets partout sur les plages qu'on ne les voit plus. Donc c'est aussi une manière de remettre l'accent sur ces déchets qui sont présents absolument partout. Merci Alice. Cette approche sensible est une invitation à développer des cohabitations plus respectueuses entre humains et non humains, à façonner des futurs plus propices à la vie. Merci Bertrand et Alice. Merci pour cet entretien. Et on invite nos auditeurs et auditrices à découvrir l'exposition Topographie sensible à la Galerie Talmar, qui est présentée du 18 janvier au 12 février. Et cette exposition sera prolongée par une seconde exposition, Atlas chimérique, dont le commissariat est réalisé par Sarah Haneda et qui sera présentée du 17 février au 17 mars.